et bienvenue dans la deuxième partie de cette vidéo sur l'affaire de Toricourt. Petit rappel des faits, donc observation d'un OVNI, un objet volant non identifié, en Belgique sur la route des Danzig à Toricourt, dans un état d'ébriété, ne se cachons pas, et divergence d'observation. En ce qui me concerne, j'aperçois un immense cigare. Du côté de mon épouse, c'est au contraire un très grand triangle qui lui apparaît. Comment expliquer ces divergences et peut-on vraiment incriminer le problème de la consommation d'alcool à ce niveau? Bon, je l'ai déjà dit, évidemment, cette observation offre une grande prise aux sceptiques en raison de la consommation d'alcool. Il est facile de dire, voilà, vous avez vu ceci, mais bon, vous aviez bu. Donc, le problème, pour ces mêmes sceptiques, c'est que ce n'est pas seulement deux témoins dont il s'agit, mais que très rapidement, on peut constater qu'il y en a eu facilement au moins une centaine qui se sont arrêtés sur le bas de la route pour observer également et pour voir que manifestement il se passait quelque chose de très inhabituel. Il aurait été intéressant de poser la question à chacun de ces témoins, malheureusement ça n'a pas pu être fait, de savoir ce que chacun d'entre eux avait observé. Ont-ils tous vu un triangle? Ont-ils tous vu un cigare? La moitié d'entre eux a-t-il vu l'un ou l'autre? Ou bien même encore, est-ce que chacun d'entre eux a vu quelque chose de totalement différent? Quand on pose la question à des ufologues chevronnés, on constate, non sans étonnement d'ailleurs, que cette divergence dans les observations n'est pas automatiquement rédhibitoire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas forcément, pas automatiquement, rejeter le témoignage sous prétexte de cette divergence. Comment cela se peut-il? On va arriver à certaines considérations un petit peu plus élaborées, que je vais vous expliquer très simplement, déjà à l'aide d'une image, c'est l'image du cube de Necker. Quelques petites explications s'imposent, on y vient. Donc vous voyez ici un cube tout à fait ordinaire, dessiné en perspective, et vous pouvez remarquer, à condition de bien regarder, bien entendu, que vous avez deux façons de voir le cube. Soit la première façon, c'est avec la face avant qui est située vers le bas à gauche. La deuxième manière de voir les choses, c'est avec une face avant qui se trouve vers le haut et à droite. C'est évidemment le même cube à partir du même dessin, mais vous le voyez de deux manières différentes. Alors une deuxième façon d'envisager les choses, ce serait d'utiliser la métaphore du cylindre. Vous prenez donc un cylindre quelconque et vous comprendrez facilement que si vous le regardez dans un sens, vous n'allez voir qu'un cercle, tandis que si vous le regardez dans l'autre sens, vous allez voir un rectangle, à condition bien entendu d'être privé de l'effet 3D, et pourtant c'est toujours un cylindre. Il y a une manière beaucoup plus complexe d'aborder les choses, et donc je ne vais pas développer ça ici parce que ça prendrait beaucoup trop de temps. Ce serait d'établir un lien entre ce qui apparaît au témoin comme un appareil, un vaisseau spatial, ce que vous voulez, et la conscience de l'individu. C'est un sujet qui a été très bien abordé par un ouvrage collectif, OVNI et conscience, dont je vous conseille vivement la lecture. On a avec l'OVNI de Toricourt un autre problème que je vais qualifier de pratique. C'est notamment donc le fait qu'après l'observation, après l'étonnement que l'on imagine, nous sommes renseignés auprès de la SOBEPS, la Société belge d'études des phénomènes spatiaux, qui a eu son heure de gloire, notamment avec la vague belge, et cette fameuse vague belge, d'ailleurs, à son début en 1989. Je rappelle que l'observation date justement de 1989. Nous avons reçu donc un document à remplir, avec des questions d'ailleurs très pointues, mais malheureusement nous n'avons reçu aucune réponse, aucune explication quant à cette problématique. En fait, le problème est plus épineux qu'on le croit, parce que, en épluchant toute la documentation relative à la vague belge, on n'obtient aucun renseignement. C'est-à-dire que cette observation n'apparaît nulle part, ni dans le VOB 1, ni dans le VOB 2, les deux livres majeurs édités par la SOBEPS, ni dans les chroniques des ovnis de Michel Bougard, son président, ni dans les annales de Godelieve van Overmeer, ni d'ailleurs nulle part ailleurs. Et comment cela se fait-il? Alors,
Il faut se remettre dans le contexte. Évidemment, on se trouve donc en 1989, ça fait pratiquement une trentaine d'années. Les gens devraient communiquer cette observation quand même troublante, par exemple aux autorités. Alors, ils ont la possibilité, puisque la police ou la gendarmerie qui existent encore conjointement à l'époque se trouvent tout près, mais dans l'état d'ébriété plus ou moins général que je l'ai signalé, qui aurait pris le risque d'aller raconter aux moustaches que chantait Charles Trenet une histoire d'ovni, alors qu'il savait très bien qu'il risquerait de s'exposer au devoir de souffler dans le ballon, avec les conséquences que l'on imagine. Il pouvait par contre téléphoner à la SOBEPS, à condition, bien entendu, de disposer du numéro de téléphone et de savoir seulement qu'elle existe, ce qui n'était pas forcément le cas pour tout le monde. Mais en 1989, des GSM, des smartphones, il fallait bien chercher pour en trouver. Ce qui se passe le plus généralement, c'est qu'après une observation de ce genre, une observation d'OVNI, donc, après le premier étonnement, les gens en parlent, mais ils en parlent entre eux, entre copains, entre familles, entre connaissances, mais ils n'ont pas automatiquement le réflexe d'avoir le recours à une association spécialisée en la matière, association qui ne va pas se permettre de ridiculiser les témoins comme le font parfois certains journalistes. Bien entendu, c'est aussi un risque auquel s'exposent les témoins. Ou alors ils se disent, bon oui, je vais avertir tel ou tel journal, par exemple tel ou tel média, mais je vais faire ça demain, et quand on ne le fait pas tout de suite, eh bien on ne le fait pas du tout. Et puis il y a aussi toujours ce même problème, que j'ai déjà signalé 1000 fois, c'est que bien souvent les gens se disent quelqu'un d'autre va le faire. Et évidemment, si tout le monde dit pareil, plus personne ne le fait. Alors au niveau de la crédibilité des témoignages, il faut signaler une caractéristique particulière du phénomène OVNI. C'est une caractéristique qui, bien entendu, on va vite le comprendre, ne prêche pas en faveur de son authenticité, c'est le fait de pouvoir embarquer sa propre dose d'absurdité. Alors là, qu'est-ce qu'on entend par là? Je m'explique et ce sera plus facile avec un exemple. C'est celui, par exemple, de cet occupant d'OVNI qui vient demander à une ménagère si elle a de l'eau de vaisselle. On imagine la tête de la ménagère, qui bien entendu en dispose en principe, ou en tout cas c'est pas difficile, mais quelle serait l'utilité pour les occupants de ces ovnis de disposer de ce genre de liquide? Ça n'a pas de sens, c'est absurde. Un autre exemple est celui du mécano qui se voit interpellé par, on va dire, un petit bonhomme vert, hein, pour lui demander un tournevis à prêter pour réparer sa soucoupe volante. C'est complètement absurde aussi, bien entendu. Mais il faut reconnaître un fait, c'est que si cela émane d'une certaine stratégie de la part de ses occupants, pour justement passer inaperçu, qu'on ne croit pas en ces témoignages, qu'on ne croit pas en leur présence, c'est un procédé qui est redoutablement efficace. Alors, juste pour être complet, et pour poursuivre un petit peu dans le domaine des invraisemblances et des particularités du phénomène OVNI, à l'usage général des enquêteurs en herbe par exemple, il faut quand même signaler les possibilités dont ils disposent au niveau du camouflage, du mimétisme et de l'homochromie. Donc pour le camouflage, ça tout le monde sait ce qu'il s'agit, mais il y a souvent des confusions entre mimétisme et homochromie. Le mimétisme, on va essayer de le définir. Il s'agirait en fait donc, si vous voulez, de la possibilité pour un représentant du règne animal, on va prendre par exemple un insecte, de prendre l'apparence d'un autre insecte qui, lui, dispose bien d'un mode de défense spécifique contre ses prédateurs. On va prendre l'exemple de la guêpe ou bien de l'abeille, qui dispose donc d'un dard et d'un venin, et qu'il ne faut pas du tout confondre avec la cire, qui est en fait une simple mouche, à la différence près que, si vous voulez, elle a enfilé son pyjama jaune et noir, ou bien son costume de bagnard. Mais la CIRF ne dispose d'aucun moyen de défense autre que ce système de mimétisme. Pour l'homochromie, eh bien ça c'est beaucoup plus simple, il s'agit simplement de la faculté de pouvoir prendre la couleur du substrat sur lequel on se trouve, c'est le cas donc notamment du caméléon, et on retrouve donc ces possibilités et bien d'autres encore dans le phénomène OVNI. Avant de terminer cette deuxième partie, parce que le temps passe vite, il faudrait quand même dire un petit mot donc du phénomène OVNI qui, malgré toutes ces invraisemblances, existe bel et bien. Mais il faut s'entendre sur ce que l'on veut dire par phénomène OVNI. En fait, donc,
Je ne parle pas forcément d'extraterrestres ou de choses absolument extraordinaires, je vais simplement dire qu'il se passe bien dans notre ciel, et pas seulement en Belgique, mais dans le monde entier, dans tous les pays en fait, des choses bizarres qui méritent d'être étudiées, qui méritent notre attention, et qui ne méritent pas, en revanche, le ridicule dont on les affuble. En fait, les observations d'OVNI ne datent pas non plus de 1947 avec les observations de Kenneth Arnold ou l'affaire de Roswell, mais remontent à la plus lointaine Antiquité. Et il existe des millions de témoignages de par le monde, lesquels émanent parfois aussi, de personnes qui disposent d'un haut degré de crédibilité. Ce sont des militaires, ce sont des hauts gradés, ce sont des scientifiques, des astronomes, ce sont des avocats des professions libérales, des gens qui ont tout à fait le droit d'être pris au sérieux, et incontestablement, il se passe des choses dans notre ciel. Alors, quoi qu'il en soit, quoi que vous en pensiez à partir de cette observation de l'OVNI de Toricourt, même si vous considérez bon, l'état d'ébriété, le côté un peu farfelu, invraisemblable, vous allez voir dans la troisième partie de cette vidéo comment, à partir donc justement de cette bizarrerie farfelue, donc on en arrive à des considérations vraiment époustouflantes. Alors là, vous risquez fort d'être scotché et de revoir complètement votre position. Ou à tout le moins, ça risque de vous faire cogiter, et vous allez voir que c'est vraiment du costaud. Alors, je ne vous en dis pas plus, je vous fixe rendez-vous dans la troisième partie de cette vidéo. Je vous remercie de votre attention. Je vous salue bien. Salut.